Bonjour et bienvenue sur The Crime Reel. La vidéo d'aujourd'hui raconte l'histoire de Susan Waring, une femme vulnérable de Darwin, dans le Lancashire, qui, contre toute attente, a survécu à une violente attaque contre sa vie, pour finalement se retrouver dans une situation encore pire. Susan est née le 5 mai 1973. Elle avait 2 sœurs, Karen et Lynn, et un frère nommé Peter. En grandissant, les enfants ont eu ce qu'on pourrait appeler une enfance normale, Susan étant une petite fille amusante, espiègle et parfois un peu turbulente. Susan avait des difficultés d'apprentissage et agissait comme une enfant plus jeune. Dans les années 1980, ses parents l'ont transférée d'une école ordinaire à une école spécialisée pour mieux répondre à ses besoins. Susan souffrait également de plusieurs problèmes de santé physique et était malvoyante. Adulte, elle était assez vulnérable et avait souvent du mal à fonctionner de manière autonome dans le monde. Elle a eu 5 enfants, bien qu'il ne soit pas clair quand ces enfants sont nés ni avec qui ils vivaient. Dans la vingtaine, elle a commencé à avoir des problèmes d'alcool et de drogue. Bien que sa famille ait essayé de la soutenir pendant cette période, la personnalité de Susan a changé et, désormais impliquée dans un mode de vie complètement différent du reste de la famille, elle est devenue de plus en plus isolée. Vers 2007, Susan a quitté sa famille à Darwin pour s'installer à Redburn en Écosse. Elle est restée en contact avec eux principalement par téléphone pendant cette période. À un moment donné, alors qu'elle vivait en Écosse, le partenaire de Susan est décédé subitement. Elle buvait encore beaucoup et prenait de la drogue, ce qui a fait d'elle une cible facile pour les criminels locaux qui ont commencé à utiliser sa maison à des fins illégales. Aux premières heures du 25 juillet 2017, un incendie a ravagé sa maison. Susan, âgée de 44 ans, était piégée dans une chambre au premier étage. Alors qu'elle appelait à l'aide, les voisins ont tenté de la secourir, mais ont été repoussés par une épaisse fumée noire. La police est venue, sans réussir à l'atteindre non plus. La police a été suivie par les pompiers qui ont réussi à la sortir du bâtiment en feu. Susan a été emmenée d'urgence à l'hôpital Royal Alexandra. L'un des voisins qui a été témoin de l'événement a déclaré que des gens essayaient d'entrer pour sortir la femme, mais la fumée était tout simplement trop épaisse. Nous pouvions l'entendre crier alors qu'elle était coincée dans sa chambre, puis elle s'est tue. C'était horrible. Il y avait eu de nombreux signalements de comportements antisociaux dans le quartier et la maison de Susan avait déjà été victime de vandalisme à plusieurs reprises. Les voisins ont fait savoir qu'ils avaient déjà exprimé leurs inquiétudes au conseil de West Dunbartonshire, propriétaire du logement, concernant les dégradations au domicile de la femme, comme des fenêtres brisées et la porte enfoncée. Nous sommes nombreux à avoir appelé le conseil à plusieurs reprises au sujet de ce qui se passait dans cette maison, et rien n'a été fait. Les fenêtres de la maison ont été brisées d'innombrables fois et il y a eu tellement d'actes de vandalisme. Nous pensons tous qu'elle aurait dû être déplacée de là. L'inhalation de fumée avait laissé Susan se battre pour sa vie. Elle n'a pas été placée dans un coma artificiel et il était incertain qu'elle survive, et si c'était le cas, on ne savait pas si elle pourrait un jour reparler. Après 9 jours, son état a commencé à s'améliorer et il a été rapporté qu'elle était sortie du coma. Il a été établi que l'incendie avait été déclenché intentionnellement. Un certain nombre d'objets, dont un meuble à chaussures et une télévision, avaient été placés derrière la porte de la chambre de Susan afin qu'elle ne puisse pas échapper à l'incendie. Le 12 septembre 2017, un homme de 27 ans, Liam McCafferty, a été arrêté et inculpé d'incendie volontaire et de tentative de meurtre. Pendant ce temps, la famille de Susan l'a convaincu de retourner à Darwin pour être plus proche d'eux. Après avoir d'abord emménagé chez sa mère, la famille s'est mobilisée et a aidé Susan à s'installer dans un appartement afin qu'elle puisse repartir à zéro. Lors de son procès en mars 2018, Liam a nié toute implication dans l'incendie, rejetant la faute sur un autre homme. Susan a témoigné et a déclaré qu'elle n'avait aucun souvenir de l'incident. Elle a dit que des gens étaient venus chez elle pour boire et qu'elle-même avait beaucoup trop bu. Le 26 mars 2018, le jury a rendu un verdict de non prouvé à la Haute Cour de Glasgow.
Liam n'a montré aucune émotion lorsque le verdict a été prononcé et il est sorti en homme libre. De retour à Darwin, Suzanne a entamé une nouvelle relation et sa famille a commencé à s'inquiéter qu'elle consommait à nouveau de la drogue. Suzanne a nié cela, mais elle s'est à nouveau éloignée de sa famille. En décembre 2018, le frère de Suzanne, Pierre, est tombé sur le petit ami de Suzanne et a demandé des nouvelles de sa sœur. Cet homme a dit qu'il ne savait pas comment allait Suzanne parce qu'ils s'étaient séparés et qu'elle vivait maintenant avec un nouvel homme appelé Alain. Pierre n'avait aucune idée de qui était Alain ni où il habitait. Il a envoyé un message à sa sœur sur Facebook et Suzanne lui a dit qu'Alain était un homme bien et qu'elle voulait que la famille le rencontre. Suzanne pensait que cet homme était le bon. Cependant, le 5 février 2019, la mère de Suzanne, Linda, a signalé sa disparition. Elle a dit que personne n'avait vu ou entendu Suzanne depuis 3 semaines. De plus, Suzanne n'avait rien publié sur Facebook pendant cette période, ce qui était particulièrement inhabituel de sa part. La police a effectué les vérifications habituelles, les cellules de garde à vue, les hôpitaux, les refuges pour sans-abri, mais n'a trouvé aucune trace de Suzanne. Ils ont recueilli des déclarations auprès de sa famille et ont également demandé où elle vivait et avec qui. La famille avait peu d'informations mais savait que l'homme s'appelait Alan et qu'il habitait au-dessus d'un magasin. La police a interrogé Alan sur les conditions de vie de Suzanne et sa disparition. Lorsqu'ils sont arrivés à son appartement, Alan était engageant et poli. L'appartement était en désordre, mais il a précisé qu'il était plus rangé que d'habitude et qu'il avait cherché quels vêtements manquaient pour savoir ce que Suzanne portait lors de sa disparition. Il pensait qu'il s'agissait d'un haut en laine bleue avec le numéro 55 dessus. Lors de cette visite, Alain paraissait relativement petit, traînant dans l'appartement vêtu d'un grand manteau et d'un chapeau. Alain a dit à la police qu'il dormait lorsque Suzanne a quitté l'appartement pour la dernière fois. Il se souvenait qu'elle l'avait embrassé pour lui dire au revoir, et lorsqu'il s'est réveillé vers 10h du matin, elle était partie. La famille comme la police ont immédiatement eu des soupçons. Sur la photo de profil Facebook d'Alan, on le voit très musclé, en forme et fort, rien à voir avec l'homme qui traînait dans son appartement. La police pensait que le grand manteau et son attitude étaient une tentative de dissimuler sa force. La famille de Suzanne pensait qu'ils formaient un couple étrange. Elle était très tolérante et confiante, ayant besoin de protection et de direction. Alain avait l'apparence d'un culturiste, et par l'ex-petite amie de Suzanne, la famille avait entendu dire qu'Alain consommait des drogues dures et qu'il était contrôlant et violent. La police a lancé un appel national et quelques signalements possibles en Écosse ont donné un peu d'espoir que Suzanne était vivante et en bonne santé. Cependant, ces signalements ont rapidement été écartés. Le 19 février 2019, 5 semaines après la dernière apparition de Suzanne, il semblait que tout espoir de la retrouver vivante disparaissait. Il n'y avait eu aucune activité sur son compte bancaire, son téléphone ou Facebook. La police continuait d'enquêter sur Alain. En mars, l'enquête était passée d'une affaire de disparition à une affaire d'homicide sans corps, et Alain était leur principal suspect. Il avait montré un comportement étrange. Il avait envoyé une photo de Suzanne, sur laquelle elle avait de graves blessures au visage, à la sœur de Suzanne après sa disparition. Il n'a pas pu expliquer pourquoi il avait fait cela, à part dire qu'il y avait eu une confusion avec les téléphones. Il a également été constaté que le 17 janvier, peu de temps avant la dernière apparition confirmée de Suzanne, elle s'était rendue chez son médecin avec d'importantes blessures au visage. Suzanne était devenue tellement bouleversée dans la salle d'attente que les réceptionnistes l'avaient emmenée à l'écart. Suzanne a quitté le cabinet avant d'être vue par le médecin. Elle est revenue plus tard dans l'après-midi, cette fois accompagnée d'Alain. Elle a été examinée par le médecin qui a suspecté qu'elle avait des fractures faciales et a noté qu'elle avait du liquide s'écoulant de son oreille. Alain a expliqué que Suzanne avait subi ces blessures après avoir été agressée par des filles. Le médecin a dit que les blessures étaient si graves qu'elle devait se rendre aux urgences de l'hôpital. Elle n'y est jamais allée. En avril, Alain a été arrêté pour suspicion de meurtre et son appartement a été perquisitionné. Il semblait choqué et a nié toute responsabilité dans le meurtre de Suzanne.
La police avait 3 jours pour l'inculper d'un crime, sinon elle serait obligée de le relâcher. Lors des interrogatoires de police, il s'est montré d'abord serviable et coopératif, mais à mesure que les questions devenaient plus délicates, son attitude a changé. Interrogé sur le rendez-vous médical, il a précisé que c'était Suzanne, pas lui, qui avait mentionné une dispute avec des filles à Oxford. Il a dit qu'il n'était pas au courant qu'elle ait subi d'autres blessures et qu'il ne lui ferait jamais de mal. Alain a déclaré qu'il avait voulu qu'elle aille aux urgences après la visite chez le médecin, mais que Suzanne ne voulait pas l'écouter. À ce moment-là, la police disposait d'images de vidéosurveillance d'une possible apparition de Suzanne avec Alain le 29 janvier 2019, soit 12 jours après le rendez-vous chez le médecin généraliste. Les images de vidéosurveillance provenaient d'un supermarché local, mais elles n'avaient pas de son et étaient de très mauvaise qualité, ce qui rendait difficile l'identification formelle du couple. La vidéo avait été montrée aux amis et à la famille de Suzanne, qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour dire si la femme sur la vidéo était bien Suzanne. En voyant les images de vidéosurveillance et interrogé sur l'identité des personnes, Alain est devenu agité et a répondu « Pas de commentaire ». La police a continué à l'interroger et il a commencé à pleurer avant de murmurer doucement que c'était Suzanne et lui. Les agents étaient convaincus qu'Alain en savait bien plus qu'il ne le disait. Alain continuait d'esquiver leurs questions et il commençait à manquer de temps pour l'inculper. Ils avaient besoin de plus de preuves. Une perquisition était en cours dans l'appartement d'une chambre d'Alain au premier étage. Dans l'appartement de Blackburn Road à Darwin, la police a décrit l'appartement comme un véritable paradis pour les accumulateurs. Des objets étaient éparpillés sur le sol et les meubles. Il n'y avait pas d'ampoule et, avec autant de choses à examiner, leur fouille a été minutieuse. Cependant, ils ont rapidement fait une découverte intéressante. Au milieu de tout le chaos dans l'appartement, il a été remarqué qu'entre la première visite de la police en mars et l'arrestation d'Alan en avril, l'appartement avait été repeint et de nouveaux papiers peints avaient été posés. Derrière cette nouvelle décoration, la police a trouvé de petites quantités de sang. Ils ont aussi trouvé de petites traces sur la porte d'entrée et sur un drapeau à côté. De plus, il y avait un peu de sang sur le canapé, mais seulement en petite quantité. Une quantité qui pourrait s'expliquer par quelque chose comme un saignement de nez. Les lunettes de Suzanne ont été retrouvées et elles avaient également une petite tache de sang dessus. Il a été établi que le sang appartenait à Suzanne. Bien qu'une partie du sang corresponde à une agression subie par Suzanne, il était impossible de déterminer la gravité de l'agression. La police a ensuite trouvé d'autres preuves troublantes, un masque intégral en latex représentant un crâne. Celui-ci a été envoyé au laboratoire pour analyse. On a découvert qu'il y avait plus de 150 petites taches de sang correspondant à l'acide désoxyribonucléique de Suzanne. À l'intérieur du masque, on a trouvé l'acide désoxyribonucléique d'Alain, prouvant qu'il l'avait porté. On pense que les fines particules de sang pourraient provenir de Suzanne, qui respirait fortement avec la bouche et le nez ensanglantés. Malgré toutes ces découvertes, il n'y avait pas assez de preuves pour démontrer que l'appartement était un lieu d'attaque important. Et sans corps ni preuve directe, la police n'a eu d'autre choix que de relâcher Alain. La police pensait avoir en garde à vue un homme responsable d'un meurtre violent, mais elle ne pouvait rien faire d'autre que de le relâcher. Ils ont continué à surveiller et à enquêter, mais Alain était un homme libre. À mesure que de nouvelles informations apparaissaient, le passé violent d'Alain le rattrapait. On a découvert qu'il avait un long passé de violence domestique, mais qu'il n'avait jamais eu de condamnations importantes. Soit l'affaire n'était jamais allée devant les tribunaux, soit elle avait été abandonnée. La police a commencé à retrouver les anciennes partenaires d'Alan, qui ont révélé des détails sur les violences horribles qu'elles avaient en subi de sa part. Une femme avait eu tellement peur de lui qu'elle avait depuis changé de nom. Un schéma de comportement si courant chez les auteurs de violences conjugales est apparu. Au début, il était charmant, attentionné et un partenaire parfait. Mais une fois la relation établie, il changeait très rapidement. Il avait également l'habitude d'accompagner les femmes qu'il fréquentait à leurs rendez-vous médicaux. La police a passé l'année suivante à monter un dossier contre Alan et à confirmer qu'il n'y avait aucune chance que Suzanne soit encore en vie. Puis, à l'été 2020, ils ont présenté l'affaire au service des poursuites de la Couronne, qui a autorisé les charges.
Alan a de nouveau été arrêté et inculpé du meurtre de Suzanne. Alan semblait choqué par son arrestation. La famille de Suzanne a ressenti un certain soulagement en sachant qu'Alan était enfermé au moins jusqu'à l'issue du procès. Les meurtres sans corps sont notoirement difficiles à prouver et il y avait un réel risque qu'Alan soit déclaré non coupable. En janvier 2021, 2 ans après la disparition de Suzanne, le procès a commencé. Soutenu par une équipe de défense expérimentée, Alan a plaidé non coupable. 4 de ses victimes passées ont pris la décision terrifiante d'affronter Alan au tribunal et ont témoigné pour l'accusation. Le frère de Suzanne, Pierre, a également témoigné à la barre, trouvant difficile de faire face à Alan, qui paraissait arrogant et comme s'il n'avait rien fait de mal. Le procès a duré 13 semaines, mais le jury a délibéré pendant moins de 90 minutes. Alan a été reconnu coupable du meurtre de Suzanne et a également été condamné pour des infractions contre 4 autres femmes. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité et il a été ordonné qu'il purge une peine minimale de 27 ans avant d'être envisagé pour une libération conditionnelle. Dans une déclaration lue à la couronne de Preston, le frère de Suzanne, Pierre, a déclaré qu'en tant que famille en deuil, nous faisons une dernière demande à Alan Edwards, qu'il nous dise où se trouve notre chère Suzanne afin que nous puissions faire notre deuil. Cependant, Alan a maintenu son innocence et a fait appel de sa condamnation. Ses recours ont été rejetés. Une fois qu'il avait épuisé toutes les voies de recours possibles, on espérait qu'il dirait à la famille où se trouvait le corps de Suzanne, car cela ne changerait plus rien pour lui en ce qui concerne sa condamnation. À ce jour, il ne l'a jamais fait. Son plat préféré est généralement le dîner de Jade, si Jade détourne les yeux de son assiette pendant quelques secondes. Cela étant dit, c'est une excellente chienne de soutien émotionnel. Il y a aussi le frère sans poil de Zeyna, Louis, et il existe des preuves photographiques montrant qu'ils s'entendent à merveille. Merci d'avoir envoyé tes photos, Jade. Pour ceux d'entre vous qui avez vos propres animaux de compagnie, veuillez noter que je manque vraiment de petits délits en ce moment. Alors envoyez-moi de bonnes photos et racontez-moi tout sur leurs crimes et leurs habitudes. Envoyez-moi un email à tcrimereel@gmail.com. Merci beaucoup d'avoir écouté The Crime Reel. Prenez soin de vous. Au revoir. Sur le site Wikipédia de Darwin, il y avait une photo du légendaire Gandhi visitant Darwin en septembre 1931. Je suis sûr d'avoir vu une statue de lui à San Francisco une fois, et je sais qu'il y en a une beaucoup plus proche à Londres que je n'ai pas encore vue. Au revoir.